TF1. On va suivre ça effectivement. C'est un entretien exclusif. La première interview sur une chaîne de télévision européenne du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un entretien réalisé à Kiev par Darius Rochebin et qui nous éclaire encore un peu plus sur l'avenir de ce conflit, sur l'état d'esprit des Ukrainiens et évidemment sur les avancées diplomatiques autour de cette guerre. Pour en parler avec nous, Rachem Khan, bonjour à vous, vous êtes juriste et essayiste. Bonjour à vous. Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor. Vous avez d'ailleurs vécu une dizaine d'années en Ukraine, je le précise. Marc Chassilan, ingénieur expert en système d'armes. Et Christian Maigrelis, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev, auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique aux éditions Transcontinentale. Vous avez donc pu suivre hier soir sur LCI à 20h45 l'intégralité de cet entretien exclusif avec le président ukrainien. L'occasion d'entrée de jeu d'ailleurs de rappeler que non, jamais Kiev ne tombera aux mains des Russes. Écoutez. Vous tiendrez Kiev coûte que coûte, Kiev ne sera pas évacué. C'est exactement notre intention. Ici, l'esclavage n'a pas cours. Nous sommes une société démocratique. Les gens sont libres de partir quand ils veulent, s'ils le souhaitent. Et c'est normal, on ne retient personne. Mais chacun, comme je vous l'ai dit, reste déterminé à défendre sa patrie, sa famille, même si on peut avoir différents cas de figure. Parfois, des gens ont besoin de partir. Et le rôle de l'État est de leur donner cette possibilité d'être évacués. Mais je vous le dis avec force, si la ville est désertée, elle sera beaucoup plus facile à prendre pour l'ennemi. Je me réfère là à l'histoire récente ou plus ancienne. Toutes les villes du Donbass qui ont été détruites ont d'abord été vidées de leurs habitants, qui ont été obligés de partir du fait de la violence folle des attaques. Et c'est à la suite de ça que ces villes ont été occupées. Voilà, on l'a entendu, donc le président ukrainien qui le dit, il faut continuer à faire bloc dans la capitale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, Christian Maigrelis? Est-ce que quitter Kiev, finalement, ce serait la meilleure façon de laisser la ville aux Russes, si on commence en tout cas à évacuer les civils? Oui, ce serait une folie de quitter Kiev, d'évacuer Kiev. À mon avis, le départ de la population de Kiev, suivi par celle du gouvernement, serait l'aveu d'une victoire des Russes. Je suis parfaitement son raisonnement. Maintenant, est-ce qu'il aura les moyens de tenir ses engagements? Ça, c'est une autre histoire. Parce que la population va être est déjà mise à rude épreuve. Et beaucoup de gens, même dans les couloirs de métro qui sont à 100 mètres sous le niveau du sol, commencent à désespérer. Alors, jusqu'où ira ce désespoir? Est-ce qu'il ira jusqu'à partir? Est-ce qu'il permettra quand même à ces gens-là de résister et de rester? Il faut qu'ils restent, sinon les Russes vont mettre la main sur la ville et à partir de là, le processus habituel des dictatures va s'appliquer, on va trouver quelqu'un qui va prendre le gouvernement, etc. Au fond, on reviendra au 5e jour après l'invasion que visait Poutine déjà à l'époque, c'était 5 jours après, plus de gouvernement à Kiev, nomination d'un gouvernement pro-russe. Voilà, c'est ce qui ne s'est pas passé. Olivier Védrine, justement, cet appel à rester à Kiev, à rester dans les villes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est un appel à la fois à la responsabilité, mais aussi à la résistance, comme s'il fallait le rappeler quand même de temps en temps pour éviter cette lassitude. Oui, tout à fait. De toute façon, il faut rester à Kiev. Il faut rester, il faut résister. J'ai dernièrement vu des amis qui sont venus de Kiev et ils ont la volonté quand même de rester, les Ukrainiens. Mais je le dis... On arrive maintenant dans le bois dur, comme on dit. C'est maintenant que tout va se jouer. C'est cet hiver, au début de ce printemps, sans doute avec une offensive en janvier des Russes qui ne vont pas économiser le nombre d'hommes. Ça, faut arrêter. 100 000 morts, 200 000 morts, c'est pas un problème. Donc, ils veulent submerger l'armée ukrainienne avec des troupes fraîches russes. Et ils ne vont pas y aller à l'économie. Donc cette guerre, elle va passer dans une autre dimension maintenant. Et on va avoir véritablement ce qu'on a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, des vagues humaines de l'armée russe se fondre sur l'Ukraine. Et c'est une stratégie qui a porté ses fruits à l'époque de l'URSS. Actuellement aussi, ce qu'on peut voir dans cette guerre, c'est l'application aussi de la stratégie qu'il y a eu en Syrie, bombardement des populations, les populations évacuent les villes et
à un moment donné l'utilisation de l'arme chimique. Ils ne vont pas économiser, ils ne vont pas s'arrêter, les Russes. Marc Chastilan, vous partagez ce sentiment justement? Vous pensez qu'on peut en arriver à des extrêmes pareils? Oui, alors quand on regarde un petit peu l'histoire de cette guerre, comme vient de le rappeler M. Védrine, on trouve beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé dans d'autres conflits. Et moi, je suis frappé par le fait que les Russes aujourd'hui appliquent de manière assez systématique ce qu'on appelle la doctrine Warden. La doctrine Warden, c'est une doctrine d'un colonel américain que les Américains ont utilisée en Irak par 2 fois, ont utilisée en Serbie aussi, en 99, il ne faut pas l'oublier, qui est une théorie qui définit l'ennemi suivant 5 cercles. Et un de ces cercles, en fait, c'est la population et les infrastructures. C'est-à-dire que si vous faites tomber un de ces 2 cercles-là, les autres cercles s'écroulent, en particulier le cercle de l'autorité, qui est en fait le cercle central. Donc, vous détruisez systématiquement tout ce qui permet en fait à un pays de fonctionner. Vous désespérez une population et sous la pression de la population, il finit par se passer quelque chose. Un événement, ça craque quelque part. Voilà. Donc la question pour nous est de savoir jusqu'où est la capacité du peuple russe et de la nation russe ukrainienne à ne pas craquer. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas ce point de rupture. Enfin, on ne le connaît pas bien. Et c'est toute l'interrogation. Et évidemment, c'est la question que tout le monde se pose au Kremlin en disant mais que faut-il encore pour que finalement toute la poutre qui finalement travaille aujourd'hui finisse par céder. Et ça, c'est la question récurrente que tout le monde se pose dans les chancelleries aujourd'hui. Rachel Kahn, quel est votre sentiment sur la question? On sait aussi que le peuple ukrainien est connu pour résister depuis le début du conflit. Absolument. Déjà d'une part, et d'autre part, il y a 2 points dans les propos du président Zelensky. Le premier, c'est un appel à l'aide humanitaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une évacuation en fait, de certains endroits en Ukraine, ça veut dire qu'il appelle à un soutien, soit en termes d'électricité, soit en termes de renseignement, soit en termes de questions de nourriture ou de médicaments, ou de permettre justement, puisque les infrastructures sont touchées, à combler les manques d'un point de vue humanitaire. Donc c'est un appel aussi humanitaire et un appel à la communauté internationale. L'autre point qui me frappe dans les propos de Zelensky, c'est que dans cette interview, il a souligné plusieurs fois, nous sommes un peuple effectivement démocratique, mais nous, dans notre pays, il n'y a pas de situation de mise en esclavage. Et je pense que ça aussi, c'est intéressant pour la communauté internationale, et notamment pour les pays d'Afrique qui aujourd'hui pointent du doigt l'Occident et ce passé d'esclavagiste ou de colonialiste qu'a pu être l'Europe. Vous le disiez, du coup, dans les propos de Volodymyr Zelensky, il y a cet appel à rester. Il n'en fait pas une obligation. Il dit ceux qui veulent être évacués, ceux qui ont besoin de l'aide sont libres de le faire. Malgré tout, il appelle, si j'ose dire, les Ukrainiens et les habitants de Kiev à rester fermement parce que, justement, ça renforce la position militaire. C'est un petit peu ce que disaient finalement les Russes dans une vidéo de propagande qui a été diffusée il y a quelques temps. Je propose de la regarder, on en reparle juste après. Beau costume. Tu sais qui c'est? Il a loué un appartement récemment. C'est un mec cool. Il travaille dans une banque. Où est-ce que tu vas? En Géorgie, pour de bon. C'est encore un qui s'en va. Au travail, quelques garçons sont partis aussi. Oui, les garçons sont partis, mais les hommes, eux, sont restés. Ah oui, Christian Migrelis, les garçons sont partis, mais les hommes sont restés. C'est ce que disent les Russes concernant ceux qui seraient tentés de fuir le combat et le pays de manière générale. C'est un petit peu finalement ce que dit Volodymyr Zelensky d'une manière un petit peu atténuée au final. Oui, je souris parce que je connais bien ce site. C'est une banque russe qui s'appelait la Promstroy Bank dans le temps, et avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Alors je vois un petit peu le genre d'ambiance. Les hommes restent, les garçons sont partis. Mis en russe, ça a un sens, effectivement. En français, ça n'a pas beaucoup, mais en russe, ça a un sens. Je crois que le patriotisme russe, autant le patriotisme russe a été efficace à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait vraiment une invasion par une puissance barbare,
autant là, le patriotisme russe est mis à l'épreuve dans une guerre qui n'est pas la sienne. Dans une guerre qui est une guerre intérieure, une sorte de guerre civile. Et ceux qui partent ne sont pas forcément des froussards. Ce sont des gens qui ne veulent pas, tout simplement, et on le voit en Géorgie en particulier, où sont arrivés à peu près 600 000 personnes. Il y en a 100 000 qui sont restés, 500 000 qui sont partis ailleurs, mais qui ne sont pas retournés en Russie. Et les Géorgiens en parlent en connaissance de cause. Ce ne sont pas tous des gens qui avaient envie d'éviter la guerre, mais ce sont des gens qui sont contre la guerre, ce qui est tout à fait différent. Olivier Vadrine, est-ce que vous pensez que ce clip trouve un écho, en tout cas en Russie, où on sait que le patriotisme est une obsession pour Vladimir Poutine? Je suis assez d'accord. Je pense que l'écho est assez mesuré. Les gens qui sont partis, qui ont quitté la Russie pour la Géorgie ou l'Asie centrale, le Kazakhstan notamment, sont des gens qui ne sont pas contre la guerre en Ukraine, simplement des gens qui ne voulaient pas mourir pour Poutine et le système de Poutine. Donc c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, ils seraient restés. Parce qu'il y avait de la part des nazis l'extermination des Slaves comme étant une race inférieure. Donc il n'y avait pas le choix. Il fallait sauver sa famille, etc. Là, c'est différent. Les gens qui sont partis au Kazakhstan, en Asie centrale ou en Géorgie sont partis parce qu'ils ne veulent pas mourir pour Poutine. Ils ne veulent pas mourir pour le système. Ce qui est déjà un échec du patriotisme. C'est déjà un échec du patriotisme. Mais attention, mes amis du Kazakhstan, d'Asie centrale ou de Géorgie me disent, ils ont parlé avec des Russes et ils leur ont dit, mais bon, vous partez, effectivement, vous ne voulez pas vous battre pour Poutine, mais pour vous, la Crimée, c'est russe. Et beaucoup disent oui, c'est russe. Donc attention, nous avons des gens qui ne veulent pas se battre pour Poutine, mais nous avons des gens qui sont un peu dans le paradoxe, qui revendiquent quand même certains gains territoriaux de la Russie, même s'ils ne veulent pas se battre pour Poutine. Je voudrais vous faire réagir sur une déclaration du général Zaloujny qui s'est exprimé dans les colonnes de The Economist cette semaine. Donc c'est le chef des forces armées ukrainiennes depuis 1 an et demi. Voici ce qu'il affirme, c'est que les Russes n'ont pas renoncé à prendre Kiev. Il le dit, je ne doute pas qu'ils retenteront de prendre la capitale. Il évoque aussi la possibilité d'une nouvelle grande offensive qui pourrait être d'ailleurs au tout début de l'année. Cela peut commencer ailleurs que dans le Donbass en direction de Kiev depuis la Biélorussie. Je n'exclus pas non plus une attaque dans le sud. Marc Chassillan, est-ce que vous pensez que c'est probable? On est dans un schéma tactique tout à fait classique, avec un front extrêmement étendu. Et comme dans toutes les guerres où le front est étendu, vous essayez de créer ce qu'on appelle des diversions. Donc vous créez un point chaud quelque part. Donc là, on a eu un point chaud dans le Donbass, Bakhmout, effectivement. Donc l'idée, c'est de faire, comme on dit, coulisser les armées. Voilà. Donc, et en fait, c'est celui qui coulisse le plus vite et qui arrive à créer un effet de supériorité à un point du front qui arrive à percer. Bon. Donc, je ne dis pas que les Russes n'ont pas pour objectif d'aller à Kiev. Je ne suis pas dans la tête de M. Poutine, évidemment. Mais en tout cas, si la capitale ukrainienne était menacée, l'armée ukrainienne devrait réagir. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne n'est pas au mieux de sa forme, il faut le dire. Elle est aussi affaiblie que ceux d'en face. Bon, ils ont perdu beaucoup d'hommes, ils ont perdu beaucoup de matériel. Les stocks de munitions s'épuisent. Bon, donc ils ne peuvent pas être forts partout. Ça n'est pas possible. Donc si la capitale était menacée et que, pour des raisons politiques que l'on peut évidemment imaginer, l'armée ukrainienne mène une action forte et un renforcement fort du côté de Kiev, que se passe-t-il sur le reste du front? Les Russes pourraient en profiter. Donc voilà, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le combat des ressources, qui est une composante absolument fondamentale de toute guerre. Il faut d'abord se battre pour ces ressources, les ressources de tout type, hein. Là en l'occurrence des ressources humaines, des ressources en matériel, mais M. Poutine attaque aussi les ressources énergétiques de l'Ukraine. Donc toutes les ressources doivent être attaquées en même temps. On est sur une parfaite transition puisque les tentatives de déstabiliser Kiev, elles ont finalement déjà commencé. Hier, 74 missiles ont été tirés par la Russie, 60 ont été abattus avant d'atteindre leur cible. Solène Rioux, vous êtes l'envoyé spécial de LCI justement en Ukraine. Là encore, ce sont des infrastructures qui ont été visées.
Absolument, et nous on a senti les conséquences jusqu'ici aux alentours de Kramatorsk, dans la région de Donetsk. On s'est levé hier sans rien, sans électricité, sans courant, sans eau, sans wifi, sans réseau téléphonique non plus. Et ça n'a été rétabli qu'aux alentours de 20h. Et rebelote ce matin, en milieu de matinée, on a de nouveau perdu l'électricité, le courant et l'eau. Vous voyez, c'est un petit peu mieux parce qu'on est en direct. Donc le réseau fonctionne, donc ça s'améliore légèrement. Il y a d'autres régions, il n'y a pas que nous dans l'oblast de Donetsk qui avons été touchés, vous l'avez dit, Kiev surtout, et puis 14 autres régions ont subi des coupures d'électricité et de courant, conséquence donc de ces attaques massives de missiles. Alors il y a un nouveau bilan donné par l'état-major ukrainien ce matin, ce sont finalement 98 missiles qui ont été tirés sur toute l'Ukraine. Pour l'instant, pas de nouveau bilan pour ceux qui ont été abattus par la défense antiaérienne, on est toujours sur 60 missiles. Vous l'aurez compris, il y a quand même eu des conséquences parce que ce sont 9 infrastructures énergétiques en tout qui ont été touchées, et ce que nous dit Ukrenergo, l'opérateur électrique ukrainien, c'est que c'est de plus en plus compliqué en fait de relancer la machine, même si les ingénieurs électriciens sont mobilisés H24, 7 jours sur 7, à chaque nouvelle attaque, c'est de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait le déficit énergétique est vraiment critique, c'est de pire en pire. Alors Volodymyr Zelensky hier, dans son allocution, vous savez, quotidienne le soir, s'est en quelque sorte adressé un peu aux Ukrainiens en les alertant, en leur disant attention parce que la Russie a encore assez de missiles pour d'autres attaques massives, donc il faut se préparer. Mais il s'est aussi un petit peu adressé aux Russes en leur disant attention parce que nous ce qu'on a en stock c'est de la détermination, et donc malgré toutes les attaques massives malgré les attaques massives que vous lancez sur l'Ukraine, eh bien nous du côté ukrainien notre détermination tiendra. Merci beaucoup Solène Riou, et merci d'avoir été en direct justement dans ces conditions difficiles. Merci également à Adrian Nako qui vous accompagne. Alors effectivement, on a vu, Rachel Kahn, l'effet immédiat, c'est que dans plusieurs régions et à Kiev, il y a de nouveau des coupures de courant, de nouveau de l'eau qu'on ne peut pas acheminer. En fait, on ne devrait même pas se poser cette question parce que tout ça, ce n'est pas une guerre classique. On sait très bien que tout cela, ça peut s'apparenter à des crimes de guerre parce que c'est la population civile qui est visée encore une fois. Absolument, et donc ça éloigne encore un peu plus les négociations. C'est-à-dire que là, comme on a ces crimes de guerre qui sont renouvelés toutes les semaines, quasiment tous les jours, après se pose aussi cette question du génocide que revendique le président Zelensky, à savoir est-ce que c'est une attaque systémique contre le peuple ukrainien, le fait d'attaquer finalement ses équipements en électricité, en eau, puis après ensuite avec le système de Wi-Fi et des réseaux autres, effectivement les négociations s'éloignent, les violations du droit international sont constantes, et le problème c'est que normalement la communauté internationale a une obligation d'être dans un règlement pacifique des différends, mais là on voit qu'il n'y a pas d'issue de règlement pacifique des différends, et en premier lieu pour sauver cette population qui est mise à mal. Alors il y a une petite ironie du sort quand même sur la question du droit humanitaire, c'est que au départ, donc c'est le droit humanitaire, le droit d'ingérence, c'était porté par la France en 88-89, et en 90, lorsqu'il y a eu l'événement en Arménie, la Russie avait demandé à être co-auteur de ce texte sur le droit humanitaire. Et là, on voit bien comment l'histoire est un peu, on va dire, ironique, effectivement, parce que le fait d'attaquer comme ça de plein fouet ces populations qui sont dans une misère, moi je pense surtout, alors il y a l'électricité, mais surtout à l'eau, parce que sans eau on ne peut pas aller se laver, on ne peut pas aller Enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre sanitaire, en fait, qui est dans les périodes de guerre comme ça, qui est effroyable. Je vous propose de prendre la direction d'Odessa où nous attend Oleksiy Goncharenko. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député ukrainien à Odessa. Alors, on l'a entendu par notre envoyé spécial, 98 missiles tirés en tout dans toute l'Ukraine. On sait qu'à Kiev, on s'attelle à remettre l'électricité. On sait qu'à Mykolaiv, juste à côté d'Odessa, justement, on a aussi été touché. Chez vous, qu'en est-il ? Bien sûr, malheureusement, Poutine continue cette tactique de terreur des gens civils et le terror et les attaques contre l'infrastructure énergétique. Oui, c'est une très très grande menace pour nous. Et malheureusement, c'est quelque chose que la Russie fait à toutes les guerres. C'est la façon de la Russie faire la guerre, faire attaque à les gens civils, à l'infrastructure civile,
à les villes parce que comme le militaire, c'est absolument donner rien à Poutine parce que ça ne change pas la situation à la front line, mais oui, c'est très très difficile pour millions d'Ukrainiens habiter pendant l'hiver sans électricité, sans courant, sans chauffage, sans potable. Hier, à Odessa aussi, Odessa n'était pas attaqué, mais le système énergétique est un pour tout le pays. C'est pourquoi c'est pas seulement les villes qui sont attaquées, mais à toute l'Ukraine, il y a un grand problème avec le courant, avec toutes les choses nécessaires pour les gens. Monsieur Goncharenko, est-ce que vous sentez justement, à cause de ces infrastructures qui sont visées, une usure qui commence à se faire sentir auprès du peuple ukrainien? Parce que quand même, il est presque en droit de le faire. Ça fait des mois qu'il vit dans des conditions très difficiles et qui continuent d'être de plus en plus compliquées, justement parce que le froid arrive et parce qu'il y a ces infrastructures qui sont attaquées. Le moral des gens sont très très fort. Et oui, bien sûr, nous sommes concernés avec tout ce qui se passe, mais nous ne voudrions donner à Poutine 1 centimètre de notre territoire. Nous ne voudrions donner à Poutine la possibilité de dire qu'il a gagné dans cette guerre. Ce n'est pas possible parce que c'est la question très importante pour tout le monde de restaurer la loi internationale et restaurer l'ordre international. Et pour ça, nous avons besoin de libérer tout notre territoire. Et je suis sûr de ça et millions d'Ukrainiens pensent le même. Monsieur Goncharenko, est-ce que vous comprenez notamment quand votre président Volodymyr Zelensky continue à réclamer toujours plus d'armes et notamment pour se défendre? Est-ce que vous comptez sur qui? Sur l'Occident, là, plus précisément? Oui, bien sûr. Nous avons besoin plus d'armes lourdes. Nous avons besoin plus de armes antiaériennes pour intercepter les missiles russes. Ce matin, Odessa a été attaqué avec 2 missiles russes Onyx et ces 2 missiles sont interceptés avec notre système antiaérien. Mais quand il y a une grande attaque, notre système ne peut pas arrêter tous les missiles. Et c'est pourquoi nous avons besoin plus de l'arme antiaérienne et plus de l'arme lourde, les chars, l'artillerie, pour libérer notre territoire et finir cette guerre plus vite. Votre président Volodymyr Zelensky souligne en tout cas que toutes les cibles sont aujourd'hui civiles. Est-ce que vous sentez malgré tout que la communauté internationale, elle n'a pas forcément suffisamment pris le pouls de ce qui se passe ou pas forcément pris les sanctions nécessaires justement pour faire face à ces attaques? Oui, bien sûr, plus de sanctions sont nécessaires. Par exemple, c'était très intéressante situation avec le plus riche russe, M. Lysin, qui est le métallurgie tycoon et l'oligarque de métallurgie. Et dans la dernière sanction de l'Union européenne, il n'a pas M. Lysin, qui est qui produit le métal pour les chars russes. Mais pourquoi? Parce que la Belgique arrêtait ça, parce que M. Lysin est propriétaire de quelques usines à Belgique. Et je pense que ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui doit changer. Et les sanctions, c'est très, très important. C'est quelque chose qui peut changer la façon que la Russie fait. Et j'espère que cette décision de M. Lysin et d'autres d'entourage de Poutine, tous les entourages de Poutine, Poutine inclus, doivent être sous sanction du monde libre.
Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir été avec nous sur LCI, donc en direct d'Odessa, du sud de l'Ukraine. Vous l'avez compris, les combats font toujours rage dans tout le pays, mais particulièrement dans le Donbass. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans les villes qui se situent à seulement quelques kilomètres de la ligne de front. Et malgré le danger, eh bien, certains habitants refusent de fuir. Je vous propose de regarder la vie après les bombardements. Le reportage signé Adrien Inco, Solène Rioux et Irina Dobroyovska. Sur ces routes du Donbass, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front. Assez pour que les villes alentours subissent de plein fouet les dommages collatéraux de la guerre. Oleksiy, qui a déjà perdu son frère au combat, doit maintenant endurer tous les jours l'autre face de ce conflit. Il y a eu plusieurs frappes hier et avant-hier. Il y en a beaucoup. Ici, ça tape quasiment tous les jours. La proximité avec Bakhmout fait qu'on reçoit énormément de projectiles. Ça fait très peur, surtout à ma femme et aux enfants. Mais on n'a nulle part où aller. Ce quartier de Kostiantynivka a été particulièrement touché. Illustration dans cette école, pilonnée à plusieurs reprises, encore récemment. Et vous voyez autour de nous, tout a été littéralement détruit. Et alors que le danger grandit, le quotidien des habitants, comme celui de Lydia et sa mère, Lyubov Ivanovna, devient invivable. Il fait noir à l'intérieur, mais au moins on a un peu de lumière grâce aux fenêtres. Pour autant, pour ces deux femmes, fuir est impossible. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Et je ne serai même pas capable de courir pour fuir. Pour d'autres, même dans le pire des scénarios, c'est l'assurance d'une victoire ukrainienne qui les pousse à rester. Si les Russes occupent un jour notre ville, je resterai jusqu'à ce que l'armée ukrainienne nous libère. Les autorités ukrainiennes, elles, exhortent ces civils à évacuer. Sur les 70 000 âmes qu'elle abritait avant la guerre, Kostiantynivka compte aujourd'hui 45 000 habitants. Et à bientôt 10h30 sur LCI, on a envie d'évoquer cette question des fameux missiles patriotes américains. Vous savez, c'est ces missiles que les États-Unis seraient prêts à livrer. Et pour Volodymyr Zelensky, eh bien, c'est littéralement la clé et la condition pour la victoire de l'Ukraine dans ce conflit. Écoutez. Différents pays se disent prêts à nous aider, à nous fournir du matériel. Nous attendons aussi des patriotes américains, ces batteries antimissiles à longue portée, qui vont accroître l'efficacité de notre défense. Est-ce que sur les patriotes, vous avez maintenant l'assurance qu'on va vous livrer en grand nombre des patriotes ? Le processus est en cours, je dirais les choses comme ça. Moi-même, je le suis personnellement chaque jour. Mais vous pouvez imaginer quelle importance ça revêt pour nous. Et donc on suit cette question dont dépend la victoire future de notre peuple. Je mets à profit mes relations avec le président Biden. Et donc je reste confiant. On va voir. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur les patriotes, le président Biden? Ça fait l'objet de toutes nos conversations, de manière permanente. Je vous le redis, je suis optimiste sur cette question. Et on les a. Marc Chassillan, on entend donc Volodymyr Zelensky qui évoque ces patriotes et leur éventuelle livraison. Est-ce que vous avez quelques informations là-dessus? Est-ce que c'est acté? Est-ce que les négociations continuent? Alors, je n'ai aucune information sur ce